Mythes et complots avec Chris. We interrupt this program to bring you a special bulletin from ABC Radio. Here is a special bulletin from Dallas, Texas. 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade today in downtown Dallas, Texas. Now we return you to your regular program. Ouais, ça c'est évidemment l'enregistrement qui annonçait la mort. Effectivement, en fait le premier bulletin qui a été présenté à la radio annonçant l'attentat contre le président Kennedy, parce qu'on va poursuivre cette semaine ce dont on avait commencé à discuter la semaine dernière, c'est-à-dire cette fameuse commission qui avait été fait un peu en catimini au milieu des années 70 pour réenquêter sur 3 attentats politiques. Quand je dis politique, c'est un peu élargi parce qu'il y avait Martin Luther King qui n'était pas fondamentalement un politicien, mais qui était très impliqué dans des causes sociales. Donc Martin Luther King, le gouverneur de l'Alabama, qui était le gouverneur Wallace, et évidemment JFK. Mais avant d'aborder ça, Benoît, on aime toujours un peu s'alimenter de l'actualité, et puisqu'on parle d'assassinat, écoute, il y a deux petites nouvelles cette semaine que je voudrais te présenter. Ah oui, OK. Tu sais que... Écoute, je pensais que c'était un extrait de 728 Agent 3X, mais finalement, on était rentré dans la chronique. Oh, oui, absolument. Je suis un peu encore perdu. Là, oui, je comprends, mais tu vas-tu venir à cette réunion-là? Non. T'en prie. Donc, mauvaise formulation. Quand on parle on parle d'assassinat, tu parlais de l'agent 3X. Oui, je t'en prie. Il y a effectivement des femmes qui sont plus dangereuses que d'autres. Oui. Ah oui, raconte-nous ça. Et c'est le cas notamment de Madame Estabaliz Carranza. Elle est actuellement en procès à Vienne parce que, crois-le ou non, elle s'est débarrassée de son mari et de son amant. Et après les avoir tués à coups de revolver 22 Beretta, elle a dépecé leur corps avec une chaîne, une scie à chaîne, pour ensuite enterrer leur corps dans le sous-sol de son petit... Elle était propriétaire d'un petit magasin de crème glacée à Vienne. Et donc, grosso modo, l'histoire est la suivante. Donc, Madame Carranza se marie une première fois avec un certain Holger Holtz, un individu un petit peu fainéant qui va rejoindre éventuellement les Hare Krishna. Donc, elle raconte... On essaie de trouver le lien ici. La robe... Mon maudit paresseux. Quoi qu'il en soit, donc... OK. On a un bruteur en studio. OK. Et donc, elle épouse... Le bras vient de tomber. Elle épouse Monsieur Holz, et puis lui, plutôt fainéant, se montre un peu violent envers sa femme. Ah non. Et puis on en a parlé un peu plus tôt des violences conjugales. Ça c'est jamais très très amusant, mais quoi qu'il en soit, elle décide elle prend probablement la bonne décision, elle décide de divorcer de ce Monsieur Holz, mais comme Monsieur Holz loge dans le petit appartement qui est adjacent à ce petit magasin de crème glacée qui a pignon sur rue à Vienne, Monsieur Holz ne veut pas quitter les lieux. C'est assez surprenant. Ah, il colle. Il colle. Donc, elle se trouve un amant, un certain Manfred Interberger, oui. Mais malgré son amant, ce Monsieur Holz reste collé sur place. Alors, elle essaie de lui faire comprendre que le temps est venu pour lui de quitter. Et comme on dit, si partir et mourir un peu, mourir, c'est partir beaucoup. Elle décide donc elle prend donc son revolver, un calibre 22, oui. Et va donc abattre ce Monsieur Holz alors qu'il est devant son écran d'ordinateur. L'histoire ne dit pas s'il regardait le film de l'agent 3X. Mais quoi qu'il en soit, après l'avoir abattu, elle décide de dépecer le corps avec une chaîne aussi, une scie à chaîne. OK, c'est pas drôle. On parle d'une madame. Et ensuite, elle va le placer dans le congélateur pour faire durcir les membres. As-tu un effet spécial pour ça? Non, mais durcir les membres. Ah oui, il aurait fallu... OK. C'est un peu de... Hey, wow. Un peu de retenue. Oui, et donc, une fois que les membres sont durs... Oui. Elle décide d'inhumer les restes dans le sous-sol du petit magasin en question. Et là, elle continue. Le magasin de crème glacée? Le magasin de crème glacée. Donc, on ne sait pas trop si les membres ont été placés aux côtés du contenant de la crème glacée vanille ou pistache.
Mais quoi qu'il en soit, elle enterre donc les parties de cadavres au sous-sol, en fait, dans la cave. Et là, elle continue son aventure avec son amant du moment, Monsieur Hinterberger. Oui. Mais Monsieur Hinterberger se lasse visiblement de Madame Carenza et se trouve une autre maîtresse et il quitte la dame en question. C'est où ça? C'est à Vienne? Ça se passe à Vienne. Wow! Ça swing à Vienne! Écoute, on est loin de Sicile, là. Donc, mais voilà qu'un an et demi plus tard, le Monsieur Hinterberger en question revient à la petite boutique de crème glacée et là demande à Madame Carenza de le reprendre parce que visiblement c'est terminé. Madame Carenza, le cœur sur la main, évidemment, et l'autre main sur la chaîne ça. Décide de le reprendre, mais là va découvrir dans ses courriels, dans ses textos, que le bonhomme en question semble entretenir des relations extramaritales, même s'ils ne sont pas mariés. Là. Donc, il saute la clôture. Elle essaie de lui en parler, et le soir de cette fameuse discussion, le type se couche, se tourne nez vers le mur et se met à ronfler. Pour Madame Carenza, c'en est trop. Elle fouille sur le matelas, où elle tire le fameux 22 Beretta utilisé pour assassiner son mari un an et demi plus tôt, abat à son tour M. Hinterberger, sort à nouveau là, découpe M. Hinterberger, découpe M. Hinterberger, le place également dans le congélateur à crème glacée et attend que les membres soient durs pour ensuite à nouveau les enterrer au sous-sol. Donc là, on est rendu à 2 cadavres. Mais ça va fondre dans le terrain du sous-sol. Ben là, au moins, elle a... Ça va puer le désespoir. Et voilà. Elle n'avait pas prévu ça. Donc, madame en question vend sa fameuse petite boutique de crème glacée, se rend en Italie. Et là, ben évidemment, les nouveaux propriétaires... sur le bras. Et là, voilà que les nouveaux propriétaires commencent à s'inquiéter à cause des odeurs nauséabondes qui émanent du sous-sol. Ouais, c'est-tu des pistaches dans la crème glacée qui puent de même? Donc, c'est que c'est ça. J'ai un frigidaire qui coule, moi, là. Et finalement, les nouveaux propriétaires vont faire appel à des gens pour inspecter les lieux, pour essayer de découvrir la source de cette odeur nauséabonde. Donc, des travaux d'entretien sont entrepris et là, on va découvrir les cadavres. Retour à l'envoyeur, les carabiniers italiens vont arrêter Madame Carenza, la renvoyer à Vienne pour y subir son procès. Et là, actuellement, le procès est en cours et Madame Carenza ne semble pas éprouver trop de remords concernant cette histoire de mari trompé. Elle a tranché la question. Hein? Ouais. Est-ce qu'on... Oui? Ouais, tu veux-tu que je te parle? Tu sais que on est en 2012 Auras-tu du temps pour John F. K? On va essayer d'en avoir. Écoute, tu sais que les journaux ont un petit peu mentionné cette semaine qu'on fêtait le 100e anniversaire de la prison de Bordeaux. Oui. Et c'est une prison qui, à l'époque, lorsqu'elle avait ouvert, c'était vraiment le nec plus ultra des prisons. Le problème, c'est que le nec plus ultra s'est vite envolé avec les années et puis la prison est devenue un peu vétuste. Mais il y a eu des prisonniers célèbres à la prison de Bordeaux. On a mentionné notamment Jacques Messrine. Il y a eu également Richard Blas qui était là. Et il y avait aussi un individu. L'histoire est liée aussi un peu mété-complot parce que tu sais que dans les années 50, il y a eu une célèbre histoire canadienne. Des chasseurs américains en 1953 ont été assassinés en Gaspésie. Et des objets, des artefacts appartenaient à ces gens-là, donc une paire de jumelles, des sous, des dollars, un portefeuille également, je crois, avaient été retrouvés chez un certain Wilbert Coffin. Coffin a donc été arrêté. Il a toujours prétendu qu'il avait ou bien trouvé des cadavres qu'il avait détroussés, ou bien qu'il avait obtenu ces objets par une tierce personne. Quoi qu'il en soit, Coffin a été accusé du triple homicide de ces Américains, et il a été pendu en 1956 à la prison de Bordeaux. Encore aujourd'hui, un peu plus de 50 ans après ces événements-là, on s'interroge sur la culpabilité de Coffin, et certains croient que les autorités ont peut-être été un peu vite pour condamner Coffin, parce qu'il fallait absolument trouver, on comprend que la Gaspésie, le nord du Québec, était une terre de prédilection pour les chasseurs américains, il y avait des sous à faire avec ça, et évidemment, on pouvait pas laisser ce crime-là être impuni, et on a vite passé la main sur Coffin, et malgré ses doléances, on n'a pas poussé plus loin l'investigation, et il y avait à la prison de Bordeaux un personnage qui s'appelait Rivard. Je sais pas si tu te rappelles de ce Rivard-là. On lui avait donné un boyau d'arrosage pour aller arroser la patinoire qu'il a utilisée pour passer le boyau d'arrosage par-dessus la clôture et finalement prendre la clé des champs. Ce même Rivard-là était lié avec le Mont Interlope de Montréal. Et certains ont prétendu que ce Rivard, le Mont Interlope de Montréal, aurait pu être impliqué dans l'assassinat, le plus célèbre assassinat du 20e siècle, l'assassinat de JFK. Mais Fabienne Larouche a fait un film là-dessus avec Rémi Girard.
sur Rivard. Oui, absolument. Et Rivard est dans est représenté dans les romans de James Ellroy aussi. Ah oui? Oui, ça Pierre, j'ignorais. oui. Ça, j'ignorais. Ouais. Écoute, on va s'arrêter parce qu'après, on se lance dans John JFK. Kennedy. La mère de toutes les conspirations. Après ceci. Pour suivre Benoît Dutrisac sur Twitter, twitter.com/Dutrisac. Donc, le piège américain avec Rémi Girard par Fabienne Larouche. Et c'était Pete Bondurant, le personnage dans les romans de James Ellroy, qui faisait référence à Rivard. Bien. Donc, on en vient à cette conspiration, la mère de toutes les conspirations. Et là, je le dis tout de suite, c'est difficile de faire l'histoire Kennedy en 15 minutes. Je voudrais pas que les gens commencent à m'écrire, oui, mais Monsieur Page, qu'est-ce que vous pensez de tel ou tel élément dans l'affaire? On ne fera pas ici le procès pour complot. On ne fait qu'un survol. On ne fait qu'un survol, absolument. Donc, voilà. nous sommes le 22 novembre 1963. Kennedy se trouve à Dallas ce jour-là. Bon, donc, disons-le, JFK, c'est le 35e président des États-Unis. Il est en poste depuis 1960. Il a vaincu son rival républicain Richard Nixon de justesse. Certains diront qu'il a gagné un peu ses élections là avec en jouant des coudes. Hein. On a accusé le père Joseph Kennedy d'avoir acheté des votes. On dit que Kennedy aurait un peu fricoté avec le monde interlope en utilisant Frank Sinatra pour s'assurer d'avoir le vote des Teamsters, donc un syndicat important de l'Illinois, et bon, avec toute l'histoire du monde interlope. Et finalement, Kennedy gagne des élections et puis il est le jeune président, il est un peu l'aigle que tout le monde attendait. Il incarne des grands projets de société. Hein. Nous allons aller sur la Lune. Et cette fameuse phrase, ne vous demandez pas ce que les États-Unis peuvent faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour les États-Unis. Donc il est jeune, il est père, il a des jeunes enfants. Donc tout ça contribue à créer une image excessivement charismatique du personnage. Malheureusement, ces politiques, en fait, il est un individu qui est très pour les droits civiques, et ce sont des politiques qui sont excessivement mal vues dans le sud des États-Unis, où il y a encore une forte ségrégation. Et donc, il organise ce voyage à Dallas en vue des prochaines élections qui doivent se tenir en 1964. Il débarque donc à Dallas ce jour-là, ce 22 novembre 1963. Au matin même, on a changé un peu le trajet de la limousine. Donc, la voiture s'engage vers le centre-ville de Dallas. Il est 12h29. La limousine vient de quitter Main Street et s'engage sur M Street. Et dans la voiture, faut bien le situer, Kennedy et son épouse sont assis à l'arrière du véhicule. Il y a un siège central dans lequel sur la banquette sur laquelle se trouve le gouverneur du Texas, le gouverneur Connelly, et son épouse Nellie. Et puis devant, il y a un garde du corps et le chauffeur. Et puis à midi 30 précisément, la voiture s'engage dans le Daily Plaza, donc sur Elm Street, et là, Madame Connelly se tourne vers le président Kennedy et il lui dit, alors que l'accueil est tout à fait chaleureux, elle lui dit, ne dites plus maintenant que le Texas ne vous aime pas. Et à peine a-t-elle lancé... C'est un démocrate et le Texas est reconnu pour être républicain. Et aussitôt a-t-elle prononcé cette phrase qu'une première détonation se fait entendre. Les gens dans la limousine diront plus tard, sur le coup, on a cru à la pétarade d'une moto de la police qui se trouve tout près de la limousine. Une deuxième détonation se fait entendre immédiatement. Cette fois, Kennedy porte les mains à la gorge. Il se tourne vers Jackie. La même balle, on en reparlera plus tard, c'est ce qu'on va appeler la balle magique. Cette même balle aurait traversé le dossier de la banquette qui était juste devant Kennedy, aurait atteint le sénateur Connelly, le gouverneur Connelly dans le dos. Elle aurait dévié sur une côte, ressortir par l'abdomen, le frapper au poignet, pour tomber ensuite devant la banquette et rouler sous le siège. Non, pour frapper en 1981 Ronald Reagan, qui a été atteint. Benoît! Quelle théorie imbécile! Quelle théorie! Bon, enfin, donc, et là, immédiatement après cette deuxième balle, Connelly se tourne vers son épouse Nellie et lui dit, ils vont tous nous tuer. Et à partir de là, il se couche sur la banquette. Une troisième détonation. Et là, cette troisième détonation va atteindre Kennedy à la tête. Et il y a tout près du cortège présidentiel un cinéaste amateur, Abraham Zapruder, qui va filmer la scène. Ce sont des images excessivement violentes où on voit le crâne de Kennedy littéralement volé en morceaux. On entend Jackie va crier à ce moment-là, « Ils ont tué mon mari, j'ai sa cervelle entre les mains. » Elle va sauter sur le coffre arrière de la limousine, mais un agent de sécurité qui marche juste derrière la limousine va sauter sur la malle arrière, repousser Jackie sur le siège. Et à ce moment-là, Bill Greer, qui est le conducteur de la limousine, va enfoncer l'accélérateur et quitter très rapidement le Daily Plaza.
Immédiatement après ces gestes, en fait, le monde libre vient de basculer dans un des drames les plus épouvantables du 20e siècle. Immédiatement, on cerne un dépôt de livres qui surplombe le Dealey Plaza, un édifice de 7 étages. Plusieurs témoins disent avoir vu un homme à une fenêtre du 6e étage et que c'est de cette fenêtre qu'on a tiré les coups de feu. Donc, très rapidement, les policiers investissent l'endroit et on va trouver effectivement au 6e étage une carabine de type Carcano, une assez mauvaise carabine avec un bolt action, donc un système de culasse où il faut tirer vers l'arrière pour éjecter la douille vide, recharger à nouveau. On va trouver donc derrière des cartons cette fameuse carabine et on va trouver devant la fenêtre en question 3 douilles vides qui montrent que le tireur a tiré 3 coups. Cette carabine, éventuellement, on va découvrir qu'elle appartient à un certain Lee Harvey Oswald, un individu qui travaille au dépôt de livres depuis à peine 1 mois. C'est un personnage un peu louche. Il a été membre des Marines américains. Il a fait défection. Il n'a jamais caché son intérêt pour le communisme. Il se déclarait lui-même d'obédience marxiste. Il a fait défection en Russie. Il en est revenu avec une jolie moscovite du nom de Marina, qu'il avait épousée là-bas. Marina, pardon. Et puis là, on le retrouve début des années 60. Il est à la Nouvelle-Orléans. Il a créé un organisme qui se veut fraternel à Cuba. Il dénonce les politiques américaines contre Cuba. Il se dit lui-même pro-castriste. Il distribue des tracts. Ses activités cubaines vont éventuellement le placer dans le collimateur du FBI qui va enquêter sur lui. Et puis, à un moment donné, début 1962, au milieu 62, il fait différents voyages. Il va notamment se rendre au Mexique. Et puis, finalement, on le retrouve à l'automne de 1963. Il a aménagé à Dallas. Il se trouve ce petit emploi en octobre au dépôt de livres. Et Oswald est donc aussitôt recherché comme étant l'homme qui a tiré sur le président Kennedy. Alors, immédiatement, alors que cette chasse à l'homme s'organise, Kennedy, lui, est amené à l'hôpital Parkland où, malheureusement, on le déclare décédé. Il y a un communiqué 30 minutes après l'attentat un communiqué officiel qui dit le président Kennedy est mort. Et je me rappelle, il y a quelques années, j'avais fait une série de conférences au Québec avec Pierre Salinger, avec lequel j'avais développé une bonne amitié. Et Salinger me racontait... L'attaché de presse de Kennedy. Qui était l'attaché de presse de Kennedy. Et je me rappelle, Salinger me racontait le drame, comment ils l'ont vécu. Il se trouvait dans un avion en destination de Honolulu. Et là, il y a une sorte de petit écouteur dans l'oreille. Et on a dit, écoutez, faites demi-tour, Lancer est mort. Lancer, c'était le nom de code de Kennedy. Et bon, tout ça a été vécu de façon très dramatique. Pendant qu'on communique la mauvaise nouvelle, Kennedy est décédé, on cherche Lee Harvey Oswald, il quitte très rapidement les lieux du dépôt de livres, monte dans un autobus, l'autobus se trouve pris dans la circulation, le chauffeur de l'autobus dira plus tard, j'avais l'impression que ce type-là était un drogué en manque. Oswald piétine sur place, et là, comme l'autobus est immobilisé, il va prétexter une correspondance, il demande au chauffeur de le laisser sortir, il tente de monter à bord d'un taxi, mais il y a déjà une femme qui a fait appel à ce taxi-là. Il décide donc de se rendre chez lui à pied. Il va changer de vêtements, va s'emparer d'un pistolet Smith & Wesson de calibre 38 et il va s'en aller sur la rue. À ce moment-là, déjà, on a pu identifier que la carabine avait été commandée par un envoi postal, tout ça. On a ciblé ce Lee Harvey Oswald. Sa description est envoyée dans toutes les autopatrouilles de la police. Et là, à peu près 1h45 minutes après l'attentat, un policier voit un homme qui marche sur la rue. Il va l'interpeller. C'est l'agent J.D. Tippit. Et lorsque Tippit s'approche de Oswald sort son pistolet, tire 5 fois en direction de Tippit. Il va l'atteindre 4 fois. 2 balles sont mortelles. Tippit s'écroule. Il est mort sur le coup. Et là, Oswald va s'enfuir. Je te passe rapidement les détails. Il va trouver finalement refuge dans un cinéma. Et c'est là que les policiers vont l'arrêter. Au moment de saisir de lui, il va tenter de dégainer son arme, de tirer en direction des policiers. Et son arme va s'enrayer. Il est finalement maîtrisé et amené au poste de police. 24 heures, là, il y a l'interrogatoire, tout ça, et 48 heures après l'événement, donc 2 jours après l'assassinat Kennedy, on transfère Oswald de la prison. En fait, il est détenu au poste de police, le QG central de la police. On l'amène à la prison du comté. Avec un œil au beurre noir. Ouais. Évidemment, il ment. Il dit qu'il n'est pas impliqué dans l'attentat de Kennedy, qu'il n'est qu'un patsy, donc un bouc émissaire de tout ça. Et vers 11h30, donc le 24 novembre, au moment où
l'envoyer à la prison du comté. Ça se passe dans les sous-sols du quartier général de la police. Un tenancier de bar, Jacob Rubenstein, connu sous le nom de Jack Ruby, va s'approcher de lui. Ruby a ses entrées à la police. On l'a laissé rentrer. Il s'est mêlé à la foule des journalistes qui sont là. C'est la première fois qu'on a des images en direct d'un assassinat parce que Ruby va faire un pas en avant lorsque Oswald se trouve à sa portée. Il fait un pas en avant et abat Oswald. Et c'est des images de consternation. Tu comprends qu'avec l'assassinat de Oswald, il n'y a pas d'enquête préliminaire, il n'y a pas de procès. Ruby va dire, j'ai assassiné Oswald pour éviter à Jackie Kennedy l'odieux d'avoir allé témoigner à au procès de l'assassin de son mari, et j'ai ainsi vengé la société américaine. Évidemment, cette histoire-là va alimenter toutes sortes de conspirations. Certains diront que ce fameux Lee Harvey Oswald était un bouc émissaire dans un complot ourdi par différentes organisations pour assassiner Kennedy. Notamment, par exemple, cette histoire de balle magique. Le seul moyen, c'est en contradiction avec ce que les gens dans la limousine. Les gens dans la limousine ont toujours prétendu que 4 coups de feu avaient été tirés. Mais comme on connaît la durée de la fusillade, il aurait été impossible pour Oswald de recharger sa carabine à 4 reprises pour tirer. D'où le fait que cette fameuse balle, on doit lui faire suivre une trajectoire un petit peu incongrue pour pouvoir justifier les 3 coups tirés en direction de Kennedy. Ensuite de ça, c'est vrai que il y a plusieurs éléments qui sont un peu contradictoires. Près de 120 personnes qui ont été témoins de l'attentat, qui ont été témoins de près ou de loin de ces événements-là, vont mourir dans les années qui suivent de manière un peu accidentelle, comme si on avait essayé de cacher des choses. Ce Lee Harvey Oswald a été vu à peine 90 secondes après l'attentat au 2e étage du dépôt de livres. Il était tout à fait détendu. Il n'était pas essoufflé. Alors rappelons-nous que l'attentat était commis au 6e étage. Il n'y avait pas d'ascenseur. Oswald aurait dû descendre très rapidement ces étages à la course, il aurait dû être essoufflé, ce qui n'était pas le cas. Donc, il y a toutes sortes d'éléments comme ça qui vont apparaître au cours des années. Un enregistrement acoustique, par exemple, parce qu'il y avait un microphone d'une moto de la police qui était resté ouvert, et on entend, cette analyse acoustique semble bel et bien démontrer qu'il y a eu 4 coups de feu de tirés sur le Dealey Plaza ce jour-là, et encore une fois, la Carcano d'Oswald ne permettait pas une recharge aussi rapide. Bon, tout ça va alimenter la théorie du complot et encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Cette fameuse commission d'enquête, il faut se rappeler qu'au lendemain de l'attentat Kennedy, le nouveau président en place, Lyndon B. Johnson, avait demandé à ce qu'une enquête soit menée sur l'attentat et cette enquête a été menée par le juge, en fait, le président de la Cour suprême des États-Unis, l'honorable juge Earl Warren, et c'est connu sous le nom de commission Warren. Et 1 an après l'attentat, le rapport Warren, 1600 pages de documents avaient été publiés en disant « Nous concluons que Lee Harvey Oswald a agi seul et que c'est bel et bien lui l'assassin du président Kennedy, donc il ne faut pas chercher plus loin. » Cette nouvelle commission d'enquête dans les années 70, elle va conclure, ils n'ont rien sous la main pour renverser la commission Warren, mais ils vont dire « La commission Warren a peut-être été vite en affaire. Il n'est pas exclu que Lee Harvey Oswald ait été le rouage d'un complot ourdi par un organisme plus grand, par un groupe plus grand, mais on exclut que ce groupe-là ait pu être le FBI, la CIA et encore la mafia, comme beaucoup l'ont proposé. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, presque 50 ans après l'attentat du président Kennedy, l'énigme demeure. Oswald était-il un tireur solitaire ou a-t-il été, comme il l'a prétendu, le bouc émissaire d'un complot ourdi pour abattre le 35e président des États-Unis? Moi, je suis sûr que je te l'ai déjà dit, je suis sûr que c'est un suicide. Ça sert de même. Mais c'est une bonne histoire, mais c'est un mythe qui perdure. Ouais. Merci beaucoup, Christian Page. Merci à vous tous d'avoir été là. On se reparle demain dès midi. Au revoir.